Ce qu'on cherche à faire dans le parcours du patient, au nom de la personnalisation, c'est d'additionner une connaissance sur des déterminants socio-économiques et le comportement du patient. Est-ce qu'il est anxieux? Est-ce qu'il est vraiment motivé à prendre son traitement? Est-ce qu'il a des passages délicats d'un point de vue psychologique? On sait que ça joue beaucoup aussi sur le suivi et sur la qualité de la prise en charge. Bonjour, je m'appelle Étienne Mainviel, je suis directeur du Centre de recherche en gestion de l'École polytechnique ICUB. Je suis également médecin à Gustave Roussy, qui est un centre de lutte contre le cancer, où je travaille plus particulièrement sur le numérique en santé. Le numérique est un sujet important en santé. On commence à avoir un peu de recul maintenant pour savoir les impacts dans ce secteur. Il y en a un premier qui est assez clair, c'est sur le parcours du patient. Le numérique permet d'avoir des suivis à distance des patients qui n'ont plus besoin de venir à l'hôpital, par exemple. On voit aussi que ça renforce l'autonomie du patient dans sa prise en charge, parce qu'il peut plus facilement se mouvoir et contacter un système hospitalier, par exemple, quand il le souhaite. C'est également pour le citoyen une manière d'augmenter sa capacité de liberté. On voit bien par exemple dans le diabète, avant la survenue en termes préventifs. Et puis ça joue aussi sur les secteurs de l'assurance en santé. Ça augmente les services à la personne en matière de prévention, c'est-à-dire qu'à l'activité classique de réparation quand on est malade, il y a maintenant une activité supplémentaire de service à la personne pour s'assurer qu'il suit les recommandations préventives. Alors, sur l'organisation du parcours de soins, c'est un sujet assez clé. On voit bien que de toute manière, avec l'évolution des systèmes de santé, des maladies chroniques surtout, on n'est plus uniquement à l'hôpital en fait quand on est patient. En oncologie, par exemple, les patients passent plus de 90% de leur temps en dehors de l'hôpital à l'heure actuelle. Donc il est fondamental de considérer ce qui se passe en dehors de l'hôpital, au domicile, bien sûr avec des médecins traitants en ville, des pharmaciens de ville, des infirmières libérales, d'autres professionnels de santé ou du médico-social. Donc c'est un ensemble en fait d'acteurs qu'il faut coordonner le long du parcours pour que ça se passe le mieux possible pour le patient, bien sûr, et aussi son entourage. Donc il y a une question d'organisation qui est assez fondamentale quand on parle du numérique et de l'innovation technologique. Il faut tout de suite avoir le réflexe de le remettre dans ce contexte organisationnel. On a un exemple très concret qu'on a mené à Gustave Roussy sur les 6 dernières années. C'est un système de télésurveillance, c'est un outil numérique, une application que vous pouvez avoir sur votre smartphone qui s'appelle Capri et qui permet à un patient, tout cancer confondu, dans une situation de chronicité, c'est-à-dire qu'on contrôle le cancer mais il n'y a pas une rémission totale, il est sous traitement de thérapie orale, c'est-à-dire qu'il a cette caractéristique, c'est au lieu de venir à l'hôpital pour une chimiothérapie intraveineuse, en séance de jour, il renouvelle ses médicaments en pharmacie de ville. Donc on voit bien que dans ce cas-là, il est à distance de l'hôpital et on a mis en place un système de suivi à distance, donc de télésurveillance avec cette application et 2 infirmières de coordination qui traitent la relation à distance. Concrètement, le patient envoie des messages par messagerie sécurisée et l'infirmière répond avec des arbres décisionnels pour la guider, pour savoir si elle répond par elle-même, si elle oriente sur un professionnel de ville ou si elle alerte l'oncologue référent. Donc ce système a été mis en place à titre expérimental. On a montré qu'on améliorait la qualité des soins, c'est-à-dire que les patients reçoivent plus de doses de traitement lorsqu'il y a ce suivi à distance avec ce dispositif de télésurveillance que dans un bras contrôle standard de soins. On arrive à prévenir les effets de toxicité de ces médicaments, ce qui est fondamental parce que c'est des médicaments qui ne sont pas anodins. Parallèlement, les patients sont plus contents et on a montré que ça évitait des venues à l'hôpital dans des proportions à chaque fois statistiquement significatives, ce qui est d'un point de vue économique aussi très important. Et quand ils viennent à l'hôpital, ils passent moins souvent par les urgences, qui est un autre facteur clé, puisqu'on sait que dans les systèmes de santé modernes, l'engorgement des urgences est un vrai problème. Alors, on apporte des informations complémentaires au dossier du patient par ce suivi. On essaye effectivement à l'heure actuelle d'exploiter ces données pour avoir une connaissance plus précise, je dirais, du patient sous toutes ses coutures. Ce qu'on cherche à faire dans le parcours du patient, au nom de la personnalisation, c'est d'additionner une connaissance sur des déterminants socio-économiques, c'est-à-dire qu'on sait qu'un patient qui est seul
n'a pas du tout la même prise en charge que si un entourage familial. Ça tombe sous le sens, mais encore faut-il bien l'organiser. Et puis même, on va vers la dimension du comportement et des préférences des patients. Par analogie avec les secteurs marchands, nos goûts de consommateurs sont scrutés par des entreprises comme Netflix ou Spotify. On essaye de comprendre, avec évidemment les limites de l'analogie, mais le comportement du patient, est-ce qu'il est anxieux? Est-ce qu'il est vraiment motivé à prendre son traitement? Est-ce qu'il a des passages délicats d'un point de vue psychologique? On sait que ça joue beaucoup aussi sur le suivi et sur la qualité de la prise en charge. De ce point de vue-là, on développe pas mal ce qu'on appelle des Patient Reported Outcomes, c'est-à-dire donc des systèmes de collecte de données standardisés, mais qu'on essaye de vraiment centrer sur ces deux dimensions, déterminants socio-économiques et comportement des patients. Actuellement, c'est un de nos axes de recherche, c'est de travailler sur le comportement des patients. On travaille beaucoup sur la motivation notamment, parce qu'on sait qu'en oncologie, il y a malheureusement différentes études qui montrent que 20% des patients ne suivent pas leur traitement. Quand on leur envoie des questionnaires, ils vont vous répondre qu'ils le suivent, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas le révéler. On a des moyens maintenant de savoir en fait que ces taux sont de l'ordre de 20% dans des situations différentes où il y a une perte de chance. Et donc ce qui est très important, c'est d'essayer de comprendre ce qui les amène à ne pas suivre le traitement. D'une manière générale sur le numérique, on est à un stade où on commence à avoir des démonstrations de la preuve, comme celle que je vous ai évoquée sur la télésurveillance en oncologie. Même en IA, on commence à avoir des démonstrations de la preuve sur l'intérêt de l'intelligence artificielle pour dépister des cancers du sein sur des mammographies par rapport aux radiologues. Le grand sujet, c'est l'implantation dans les soins courants, c'est-à-dire dans le parcours du patient en réalité. C'est une marge d'escalier qui n'est pas toujours perçue, parce qu'on pense que quand on a fait la démonstration de la preuve, c'est gagné. En fait, non, parce qu'il y a des phénomènes d'adoption des deux côtés, des côtés des patients ou des professionnels, qui sont absolument fondamentaux à appréhender. Donc on voit très bien qu'il faut travailler beaucoup sur ces questions de ce que nous on appelle dans la recherche en gestion l'usage de l'outil numérique. Si je vous prends par exemple l'expérience de l'IA sur la radiologie dans le cancer du sein, on voit bien que l'adoption de l'outil par le radiologue suppose qu'il puisse y avoir un dialogue. Donc typiquement, c'est une question d'implantation. C'est-à-dire que si vous livrez l'outil une fois clé en main en disant « bon, il a fait la démonstration de sa preuve », vous n'avez fait qu'une partie du chemin. Je crois que le point clé, c'est l'usage du numérique. C'est-à-dire que soit en santé, sans doute ailleurs aussi, c'est un thème qui nous est très cher dans la recherche en gestion et on le ressent beaucoup sur ces innovations sur le numérique et l'IA. La phase expérimentale apporte des éléments de progrès potentiel très importants, mais pour qu'ils soient réellement assumés dans les systèmes de santé, il ne faut pas rater cette étape de l'usage, c'est-à-dire de l'adoption et de l'implantation de l'outil dans les soins courants et dans le parcours des patients.